En tant que cavalier, nous sommes déjà confrontés à une multitude d'informations qui nous sont imposées. Et dans le lot, il faut se forger son propre avis, tant bien que mal, et je suis bien placée pour le savoir, c'est aussi une pratique quotidienne dans mon cas. En tant que monitrice, j'enseigne à mes cavaliers ma vision de l'équitation. En tant que créatrice de contenu, je vous partage mes avis et points de vue plus ou moins tranchés, que ce soit ici ou sur tous mes autres réseaux. J'ai testé pour vous, en tant que personne enceinte, je crois que c'est encore pire. Chacun y va de son conseil, de sa petite remarque, de son expérience. Et ça, qu'on l'ait demandé ou non, et même généralement plutôt quand on l'a pas demandé à vrai dire. C'est en grande partie pour ça que j'ai décidé, en commun accord avec Lucas comme toujours, de très peu médiatiser ma grossesse et l'arrivée de notre enfant sur les réseaux. Pourtant vous avez été tellement nombreux, et surtout nombreuses pour le coup, à me demander des conseils sur comment gérer le fait de conjuguer grossesse et équitation, que j'ai décidé de vous en parler ici dans un cadre plus intimiste. Ici Mathilde de Dance With Him et vous écoutez Radio Mama. Hello par ici, j'aime autant vous dire que c'est un petit peu surprenant pour moi de parler d'un truc aussi personnel que ça ici sur les réseaux, mais je me dis bon, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on est sur un podcast donc il y a un petit peu moins de monde qui écoute et puis il y a pas mon visage donc c'est plus facile de parler de tout ça. Et puis clairement vous étiez tellement à me demander des conseils que je me dis bon, je vais pas du tout faire en mode conseil, ce que je vais faire c'est que je vais vous raconter ma vision du truc, enfin mon expérience à moi quoi. Pour vous remettre dans le contexte, le bébé tournesol arrive en avril. Je vous l'ai annoncé en décembre sur les réseaux, mais je le sais depuis le tout début. Je le sais depuis... ça faisait 15 jours que j'étais enceinte, je savais déjà que j'étais enceinte. Et j'ai attendu pour vous en parler sur les réseaux parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça reste quelque chose de méga personnel. Et c'est très anxiogène parfois le fait qu'à chaque fois que je fais un truc, on me dise « pense au bébé tournesol ». Oh les gars, la dernière fois il y a une personne qui m'a vue avec mon téléphone dans la poche de ma veste et qui m'a dit c'est dommage les ondes directement dans sa tête et tu te dis non mais les cocos, tout doux. Donc je sais que j'ai ce genre de commentaires sur les réseaux alors que je parle que très peu de toute ma grossesse, du baby, etc. Et du coup je suis tout à fait raccord avec moi-même d'en parler très peu. Mais pour autant, je me dis que là, c'est un cas où ça peut potentiellement en intéresser certains ou certaines. Évidemment, comme toujours, c'est au cas par cas. Tout dépend du type de grossesse, du niveau de pratique du cavalier, du fait que l'on soit propriétaire ou non, etc. Mais je vais vous parler ici de ce que j'ai pensé, moi, et puis je vais vous en dire où j'en suis dans mes réflexions aujourd'hui, à cet instant T, et puis voilà. Pour finir de vous mettre dans le contexte, je suis donc dans mon 7e mois, j'attaque bientôt le 8e, et clairement j'ai une grossesse très facile. Voilà, vous savez tout, on est parti. La première question qui revient énormément, c'est peut-on monter quand on est enceinte ? Même si évidemment ça dépend de la période de la grossesse, ce sont des mois où les sports doux sont à plébisciter. Et l'équitation, quand tu regardes dans la liste de quel sport il faut ne pas faire quand on est enceinte, tu peux être sûr que c'est toujours le sport numéro 1. Il est marqué genre en rouge, gras, souligné dans la liste des sports interdits. Pourquoi me direz-vous, l'équitation est un sport autant pointé du doigt lorsqu'on est enceinte ? Eh bien, c'est pour diverses raisons. C'est parce qu'on craint la chute et que c'est un sport à risque en ce qui concerne les chutes. C'est parce que ça bouge pas mal quand même et qu'on essaye de mettre un cocon douillet à notre baby et pas avoir un enfant qui rebondit sur place. Et parce qu'on côtoie des animaux gros, grands, fougueux qui peuvent à tout moment te faire partir un coup et que généralement, si c'est dans le ventre, c'est mauvais délire. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous disais que ça dépend un petit peu de la période de la grossesse sur le peut-on monter ou pas, et du coup je me suis renseignée, et ce qui en ressort en général, même si encore une fois on commence par te dire ne montez pas à cheval, c'est que, il y a des périodes où c'est moins pire entre guillemets que d'autres. On te dit que pendant le premier trimestre c'est plutôt déconseillé parce qu'il y a un vrai risque de fausse couche qui est très élevé. Une fausse couche, c'est tout simplement perdre le baby, et c'est parce que il est moins bien accroché, si j'aurais pas les termes techniques, ça va pour vous. Je ne suis pas une grande spécialiste, je vous dis juste ce que j'ai lu, mais si j'ai bien compris, c'est ça. Pendant le deuxième trimestre, donc 4e, 5e et 6e mois, c'est réputé pour être la période la plus facile, entre guillemets, de la grossesse. Et donc, c'est une période où, si à la limite, tu dois flancher, a priori, ça serait plutôt là.
Et enfin, au 3e trimestre, on te déconseille vraiment, vraiment l'équitation. Genre là, c'est vraiment stop, généralement. Parce que ça devient très dur, ton centre de gravité est chamboulé, donc tu perds un peu tes repères en équilibre, etc. Et là, pour le coup, la moindre chute pourrait engendrer le fait de perdre l'enfant, et donc, on n'a pas envie de ça, les gars. Après l'accouchement, eh bien on attend encore un petit peu avant de se remettre à cheval. C'est pas j'accouche, je sors de la maternité et tout chose vers les écuries, youhou, trop enlevé, trop assis, épaule en avant, contre-épaule en dedans, c'est parti. Généralement, sans rentrer dans les détails, on a environ une période de 3 mois pour réaliser une très bonne rééducation du périnée. Le fait de réaliser cette rééducation-là, ça évite de faire des descentes d'organes ou de l'incontinence urinaire, donc bref, c'est exactement tout ce qu'on ne souhaiterait pas à sa pire ennemie, donc on va pas se le faire soi-même, ok. Et du coup, après l'accouchement, t'as encore au moins 2 à 3 mois en fonction des femmes, des grossesses, du type d'accouchement, etc., où tu ne montes pas à cheval et où tu répares un petit peu tout ça avant de te remettre le pied à l'étrier. Il est vrai que pour le coup, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ici, je vous partage mon expérience une fois de plus, c'est pas du tout un exemple à suivre, où il faut que vous le fassiez en connaissance de cause. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus, je vous raconte comment je l'ai fait, mais ça ne vous pousse absolument pas à prendre exemple, du tout. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà, si ce n'est pas ma faute si vous êtes des fortes têtes, ok. Parce que même moi-même, j'avoue, j'ai été une forte tête. Pour ma part, j'ai fait le choix de ne pas arrêter l'équitation lorsque je suis tombée enceinte. Et pourtant, c'était une grossesse que j'attendais depuis longtemps, c'était quelque chose de très désiré, très attendu, et ça a été la grande émotion quand la très bonne nouvelle est enfin tombée, parce que on attendait cette très bonne nouvelle. Et on pourrait croire dans ce cas-là que j'arrête l'équitation immédiatement en me disant « Oula, je préserve ce que j'ai », j'aurais tout à fait pu faire ça. Mais c'est pas le choix pour lequel j'ai opté. Je suis plutôt partie sur le ralentissement, puis un arrêt très progressif de l'équitation. J'ai arrêté immédiatement tout ce qui était saut d'obstacle et trop assis. Ça, pour le coup, je savais que je me mettais entre guillemets trop en danger dans ces moments-là. Et ça, tout comme la mise en selle, ça a été des pratiques que j'ai tout de suite enlevées de mon équitation. J'ai également très rapidement réduit les séances. De séances classiques, avec un cheval de sport qui travaillait beaucoup, on est passé à des séances plus tranquilles, avec du trop enlevé, plus de trop assis, comme je vous le disais. Puis ces séances se sont réduites, j'ai enlevé le trop, tout le trop, et petit à petit, on se tourne vers une séance uniquement au pas. Ce qui m'a poussé à faire ce choix de continuer à monter à cheval, et ce malgré le fait que partout on te dise stop l'équitation, c'est parce que, en fait, on te dit stop l'équitation pour pouvoir aussi avoir la preuve que si tu tombes à cheval, en gros, on te l'avait dit, t'étais prévenu. Vous voyez ce que je veux dire ? Le corps médical ne veut, et c'est bien normal, prendre aucun risque là-dessus. Ceci étant dit, pour ma part, j'ai pris cette décision-là de continuer à monter un peu à cheval parce que j'avais un suivi médical poussé et avec des feux verts partout, une grossesse que le gynéco a considérée comme étant parfaite encore à mon dernier rendez-vous il y a quelques semaines, il y a une semaine en fait, pas quelques semaines, et une grossesse facile. Je vous en reparle après, mais clairement, tout ça, ça a été des feux verts pour il y a aucun risque, je suis pas du tout alitée, je suis à fond la caisse, genre ça me ralentit très peu, etc. Je vous en reparle après. Ce qui m'a aussi poussée à faire ce choix, c'est que je suis propriétaire d'un cheval de sport. Et quand je suis tombée enceinte, l'endroit où mon cheval était en pension, il y avait pas de cavalier sous la main pour travailler mon cheval. Mais en fait, il y avait pas de cavalier du tout. J'étais une des dernières propriétaires de l'écurie et la seule qui montait à cheval à ce moment-là. Et donc, je ne pensais pas pouvoir arrêter le travail du cheval comme ça. En gros, je trouvais que c'était vraiment passé d'un extrême à l'autre que d'avoir un cheval qui passe de 4 montes par semaine, sportive, blablabla, à que dalle, d'accord ? Du coup, là, on l'a fait beaucoup plus progressivement. Juste avant que je tombe enceinte, il était à ses 4 montes par semaine. Il est très vite, si ce n'est immédiatement, passé à 2 par semaine, puis une monte tous les 15 jours. Bref, vous l'avez compris, petit à petit, oui, j'ai pas arrêté l'équitation, mais non, j'ai pas continué à monter comme une fadade et à préparer les JO. Parce que spoiler alert, en plus, j'ai pas le niveau, quoi. Ce qui m'a poussée à faire ce choix aussi, c'est que je suis vraiment une grande sportive. Monter à cheval, si ce n'est plusieurs chevaux, c'était mon quotidien, voilà, c'est ce que je faisais tous les jours. Je marche énormément, je vais à la salle de sport au moins 4-5 fois par semaine, et donc j'ai un corps qui est adapté à ces efforts. Je veux dire par là que j'ai pas attendu d'être enceinte pour avoir le regain de me dire « Ouais, alors attends, je vais aller pousser à la salle et monter à cheval ». Mon corps, c'était déjà son quotidien, tout ça, faire ces efforts-là,
avoir ces muscles-là, avoir cette tonicité-là, avoir cet entraînement-là, avoir cette fatigue-là. Bon bref, j'arrête de vous énumérer tout ça. Mais j'avais un corps qui était forgé pour ça. Le choix que j'ai fait immédiatement aussi, ça a été d'arrêter de monter d'autres chevaux. J'ai monté plus que le mien, qui est une assurance vie. On se connaît par cœur depuis 10 ans. Je sais a priori quel jour c'est ok pour monter, quel jour c'est un petit peu plus dangereux. Je mets des gros a priori là-dessus parce que t'es jamais à l'abri, et puis personne ne monte à cheval en se disant « Allez, aujourd'hui je vais tomber ». Enfin si, il y a des chevaux où tu sais que tu vas tomber, donc t'y vas pas, mais il y a des chevaux où tu crois que tu vas pas tomber et tu te pètes la gueule. Donc le risque zéro n'existe pas, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais en arrêtant de monter les autres chevaux et en ne montant plus que le mien, qui a maintenant 21 ans, que je connais depuis 10 ans, et avec qui tout se passe bien très souvent, dirons-nous, je réduisais le risque, quoi. Les choix que j'ai fait aussi, ça a été d'arrêter toute activité à risque. Comme je vous le disais, la mise en selle, le CSO, c'était mis de côté. J'ai également arrêté de monter en même temps que d'autres personnes dans la carrière, toujours seule. Parce que des fois, tu te dis, ça va, mon cheval est calme, mais tu sais pas, autant le cheval d'à côté, il te saute dessus pour aucune raison. J'ai aussi arrêté de partir en trotting avec des jeunes chevaux qui accompagnent. Je préférais partir seule avec mon cheval et mon chien, ou seul avec... ou accompagné du coup, j'allais dire seul avec quelqu'un, ça n'a aucun sens, ou accompagné d'un cheval tranquillou, un vieux de la vieille qui connaît le job, et du coup, j'ai vraiment arrêté tous ces trucs, entre guillemets, à risque, et comme je vous le disais, arrêter de monter les chevaux des autres. Alors ça, c'est un manque à gagner, puisque dans mon activité, je suis cavalière, et donc je monte les chevaux de mes élèves, je monte d'autres chevaux, et ça, d'une, ça me plaît énormément, et de deux, ça me permet de gagner ma vie. Mais ça fait partie des choses que j'ai arrêtées immédiatement. J'ai arrêté de monter d'autres chevaux que le mien, je devais être enceinte de 15 jours, quoi. Alors encore une fois, mais je vous le dirai plus d'une fois aujourd'hui, attention, il y a toujours un facteur risque, ok ? Ce que moi j'ai considéré que je faisais ici, c'était mettre des conditions les plus safe possibles, et donc des potentiels risques que je trouvais pas beaucoup plus élevés que si je prenais ma voiture et que je risquais d'avoir un accident de la route, ou que je traverse la rue et que je me fasse bousculer par une moto, ou j'en sais rien. Monter dans ces conditions-là me semblait rester tout à fait convenable. En gros, je pense que le plus important, c'est de s'écouter. Je connais des cavalières, et je pense à une en particulier quand je vous donne cette anecdote-là, qui est bien meilleure que moi et qui monte beaucoup de chevaux par jour et qui a une équitation où vraiment c'est le jour et la nuit, elle est trop forte. Mais elle a arrêté dès son premier test de grossesse parce que elle le sentait pas, et clairement, c'est bien plus prudent. Je connais aussi des copines qui sont allées jusqu'à la fin de leur 4e mois, tranquillement, en faisant un petit peu de trot enlevé, de galop, et puis qui un jour se sont dit « Non, là je le sens plus », et qui ont arrêté de monter leurs chevaux. Et je connais aussi des copines qui étaient à cheval, enceintes, à 9 mois, les gars, et qui, à 9 mois, et là à nouveau je pense à une personne en particulier, sautaient des barres. Alors là je sais même pas comment elle fait, parce que moi mon ventre il passe plus entre le pommeau et mon buste, mais ok. Sauter des barres et encadrer ses cavalières en concours, et puis et rester comme si de rien n'était jusqu'au terme. Le plus important donc, c'est de s'écouter, de faire en fonction de soi, vu que chaque grossesse est différente, chaque personne est différente, faisons en sorte de rester safe, mais faisons un petit peu des fois aussi à notre idée. Un autre gros point qui est important, et on l'a survolé un petit peu tout à l'heure, c'est que arrêter l'équitation quand t'es cavalier de club, c'est une chose, c'est relou, t'as le seum, t'as pas envie d'arrêter de monter à cheval, tu sais que tu vas régresser, etc., etc. Mais en tant que propriétaire, c'est encore une autre paire de manches, parce qu'en fait, tu n'es plus la seule personne impliquée dans l'affaire. Il y a un cheval qui t'attend, qui a ses habitudes avec toi, avec qui tu construis un quotidien, et qui d'un seul coup va devoir s'adapter à ta nouvelle condition. Une des questions qui se pose, c'est que faire avec ces chevaux-là qui ont l'habitude, comme le mien par exemple, de sortir tous les jours ? Déjà, on va se poser la question, est-ce que mon cheval en tant que propriétaire me permet de, comme on le disait tout à l'heure, avoir un facteur risque assez peu élevé ? Si j'ai, à mon avis, à moi encore les gars, après chacun le place comme il veut, mais si j'ai un cheval calme, gentil, où le risque de se faire bousculer est assez faible, alors à mon avis, on peut tout à fait envisager de continuer à s'occuper de son cheval pendant sa grossesse, en tout cas tout le temps où la grossesse se passe bien et où on arrive à aller aux écuries, marcher, tenir debout, blablabla. Pour le coup, en tant que cheval calme et gentil, Hollandais, le roi des rois, répondait à ces deux critères-là, donc j'avoue que j'ai pas hésité une seule seconde, en tout cas pour l'instant, à aller m'occuper de mon cheval au quotidien. Je me sens pas du tout en danger à ses côtés.
Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur proposer à ces petits chevaux pour continuer à les faire bosser, à les éveiller mentalement, à les sortir, sans pour autant monter dessus 4 fois par semaine, enfin bref, en remettant quand même en cause notre routine. Évidemment, je pense qu'on peut commencer par s'intéresser à tout ce qui est travail à pied. Pour ma part, on en parlait avec une élève il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, ma phrase n'est pas française mais vous avez compris, où elle me disait à chaque fois je suis mort de rire, je vois tes stories, aujourd'hui c'est longe, demain c'est longe, après-demain c'est longe. Elle me dit, moi qui te suis depuis longtemps sur les réseaux, puisque c'est une cavalière à moi mais c'est aussi une abonnée, elle me dit, ouais, on avait l'habitude d'un programme plus varié, maman. Et effectivement, c'est vrai que bon, on tourne un poil plus en rond, sans mauvais jeu de mots, avec le fait qu'on fasse de la longe. Mais oui, le travail à pied devient vraiment quelque chose d'important dans ton quotidien d'un seul coup, puisque tu peux plus travailler à cheval, tu te mets à travailler plus à pied. Et donc, longe enraînée, longe obstacle, c'est vraiment mes coups de cœur du moment, ok? C'est les indispensables de la saison depuis déjà 7 mois. Il y a autre chose aussi, c'est les longues graines. Alors là, à nouveau, faut être sûr d'être avec un cheval qui est parfaitement calme, gentil, mignon et qui va pas te retourner un coup de pied alors que t'es toi-même derrière en longue graine, mais ça fait une vraie façon de pouvoir travailler ton cheval, le faire bouger et te faire bouger aussi, mais ça j'y reviendrai. Il y a évidemment, comment passer à côté, le travail en liberté, c'est le moment où jamais de créer du lien avec son cheval. Moi, c'est ce qu'on fait avec Hollandais, du coup, hein. Alors là, les stick to me, je connais pas d'autres trucs que ça. En fait, le seul mot technique que je connais, c'est stick to me, c'est catastrophique. Mais on en fait beaucoup, hein, du coup. On a plein de temps pour ça. Et puis, c'est sympa. Ça permet de créer autrement la relation. Ça t'oblige à travailler un peu plus souvent en liberté. Et du coup, c'est pas mal du tout. En vrai, pour les gens comme moi qui, entre travail en liberté et monte, ont toujours un petit peu envie de choisir monte, ça te pousse, ça t'oblige. Autre chose que j'adore faire moi depuis que je suis enceinte, c'est la marche en main. Je balade clairement mon cheval comme un petit chien, quoique, parce qu'au Hollandais je le tiens en longe et Elana elle est tout le temps en liberté, donc c'est même pas comme un chien, je le balade en main quoi, voilà, clairement. Et ça, déjà j'aimais bien avant d'être enceinte, et maintenant j'adore. Ce sont des moments où c'est double bonus joker. Je m'explique et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure du coup, le fait de le faire bouger me fait bouger. Vous-même, vous savez que qui dit être enceinte dit potentiellement ralentir le rythme niveau sportif. La preuve en image, hein, moi qui montais 4 fois par semaine, je me retrouve à monter une fois tous les 15 jours, c'est quand même très différent. Sportivement parlant, je m'en rends compte. Au niveau de tonicité, je m'en rends compte. Même au niveau de mon sport en salle de sport, ça s'est bien réduit. Hein. Les squats lestés, ultra lestés, on oublie. Les fentes, même pas la peine. Donc, tout ça fait que mon activité physique au quotidien s'est obligatoirement réduite ces derniers mois, alors que je suis très 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 loin d'être à l'arrêt. Et bien le fait de faire mes marches en main comme ça m'oblige à bouger, ça m'oblige à marcher, et ça fait grave du bien. On se fixe des 10 000 pas avec Hollandais, lui il se fixe rien du tout, lui il me suit mon pauvre cheval, mais je me fixe 10 000 pas, Elana elle est ravie, Hollandais il subit un peu plus, mais on part comme ça, tous les trois, en main, et on fait tous nos chemins de balade et de trotting préférés, sauf qu'on les fait en main au lieu de les faire en selle. Croyez-le ou non, mais c'est incroyable la différence que ça crée au niveau de l'entente avec ton cheval. Comme on le disait tout à l'heure pour le travail en liberté, ça crée du lien de ouf. Et moi, peut-être que vous connaissez un petit peu notre histoire sur les réseaux, mais j'ai un grand cheval assez peureux, assez vite stressé. Depuis que j'ai compris que je pouvais le balader en main, mais j'ai transformé la bestiole. Il a beaucoup moins peur quand je suis à pied à côté que quand je suis à cheval dessus. Et ça, je sais que je suis loin d'être la seule puisque vous êtes plein à me dire dans les DM Insta que c'est le cas pour vous aussi. Quand je vous dis « Oh là là, mon grand stressé qui a pas peur des vaches quand je suis à pied mais qui ne peut pas passer à côté quand je suis dessus », vous êtes plein à me dire « Non mais on est dans la même team ». Et il y a plein de chevaux comme ça qui sont plus rassurés quand l'humain est à côté que quand l'humain est dessus. Donc ça fait une nouvelle découverte bien sympathique. Je vous souhaite de le tester si ça vous intéresse, vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais la marche en main, alors vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être enceinte pour ça. Baladons nos chevaux comme des chiens que nous soyons enceintes ou pas. Mais ça, franchement, en vrai, c'est une belle découverte depuis quelques temps et j'adore. On peut même imaginer, pour revenir aux activités de tout à l'heure, les longues graines en balade. Moi, ça serait un de mes objectifs. Si d'ici la fin de ma grossesse, j'arrive à faire une petite balade en longue graine avec mon cheval, oh franchement, je kifferais trop. Au niveau des activités que j'ai décidé de faire tous les jours, et plus encore que quand je peux le monter de façon habituelle, c'est clairement spa, mama, massage, bien-être, hammam.
Je lui fais des soins et des massages du matin au soir, il te reste plus que ça, j'ai envie de te dire de toute façon. Non, c'est ironique, mais c'est vrai que c'est encore plus des moments où t'as envie de prendre le temps de faire plein de soins, plein de massages, plein de moments cocooning, parce que tu te dis que là, tu peux en profiter à fond, pour plusieurs raisons en fait. Numéro 1, parce que tu, comme on le disait, fais un petit peu moins autre chose d'autre, et donc tu prends plus facilement du temps pour ça. Et numéro 2, je me dis que dans maintenant quelques semaines, ma vie sera chamboulée par un petit être merveilleux mais supplémentaire, et que du coup, peut-être que le moment soin massage sera ambiancé un peu moins par du calme et de la concentration et du partage entre Hollandais et Lana et moi, et un peu plus en pleurs d'enfant en Dolby Surround, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas grave, je suis prête à ça, je suis méga prête même. Mais du coup, c'est des moments qui vont changer, quoi qu'il arrive, et j'ai très envie d'en profiter comme je les aime aujourd'hui, c'est-à-dire nous trois et le silence. Et donc, ça fait partie des choses que je fais beaucoup en ce moment. Des soins, des massages, juste du pansage, juste le regarder être lui, et c'est très très cool. Alors là, j'avoue que je suis pas en train de donner trop d'astuces pour le garder en shape sur ce point-là, mais clairement c'est trop important, et ça fait beaucoup trop partie de notre quotidien pour pas que je vous en parle. Enfin, le point que l'on peut soulever aussi ici, c'est de le faire monter par d'autres. Il y a d'autres cavaliers qui n'attendent que ça déjà de monter sur nos chevaux. Vous pouvez partir soit sur des cavaliers-cavalières de votre club qui peuvent monter sur votre cheval de façon à le faire sortir. Le cavalier-cavalière de club sera ravi de le faire parce que ça lui donnera l'occasion de monter plus. Et vous comme moi qui avons déjà été cavalier-cavalière de club, on sait à quel point ça vaut de l'or. Ou le prêter à un copain ou une copine amateur qui va pouvoir monter sur votre cheval, tout ça encadré par vous ou non, bien entendu. Ou encore, et c'est peut-être même le moment ou jamais d'avoir un cheval qui fait des progrès, le confier à un cavalier professionnel qui puisse le monter, que ce soit sur votre structure ou une autre. Bref, le faire monter par d'autres pour continuer l'activité physique. Moi, j'ai la chance que mon cheval ait 21 ans, donc s'il fait plus autant qu'avant, tout va bien, on s'en remet. Et surtout, j'ai la chance d'avoir réfléchi à un plan machiavélique qui consistait à me mettre avec un mec, lui faire de l'équitation, le former à être un cavalier exactement comme je les aime, et puis tomber enceinte de cette fameuse personne et lui demander de monter mon cheval. Allez pas me dire que c'est pas malin. Mais bref, j'ai la chance que mon Lulu monte sur Hollandais de temps en temps, qu'il puisse sauter avec, depuis que je suis enceinte, comme je vous le disais, je ne saute plus du tout. Et ça fait donc 7 mois que c'est Lucas qui monte Hollandais à l'obstacle. Et donc le cheval continue à faire des séances d'obstacles où je suis la monitrice, donc où ça continue à se passer comme j'aime. Bref, en gros, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Je pourrais le confier à d'autres copains qui sont cavaliers. Pour l'instant, ça s'est pas présenté, mais peut-être que plus tard dans le processus, ça arrivera. Alors dans tout ça, on dirait que tout va bien, la vie est belle, youhou, les oiseaux chantent, mais je vous dis la vérité, il y a des moments difficiles. Quand tu es cavalier depuis toujours, que tu vibres pour ça, que ton cerveau ressemble à un cheval et que d'un seul coup tu dois tout ralentir, surtout pour les gens pas propriétaires, on pense à vous, on vous envoie de la force, qui n'ont même pas la chance de pouvoir avoir du lien avec un cheval en particulier pendant cette période-là, j'entends que ce soit difficile. Pour ma part, les points les moins sympas, c'est que clairement mon cheval s'est un peu effondré musculairement, même si j'avoue, je suis une drama queen, que les gens autour me disent Mathilde, ça va, que j'ai un cheval qui a toujours été bodybuildé, mais là d'un seul coup il ressemble plus, il a plus la shape d'une crevette que la shape d'un taureau. Et moi j'ai toujours plutôt eu un cheval taureau qu'un cheval crevette. Donc ça me fait bizarre. Et puis, je vous dis la vérité, quand je le regarde sous sa couverture, je me dis oh mon dieu, je rattraperai jamais tout ça et tout. Et puis après, tu te dis bon, mais au pire, est-ce que c'est vraiment si grave? Est-ce que c'est vraiment si insurmontable? Je ne crois pas. Puisque moi, j'ai quand même des étoiles qui se sont alignées. J'ai eu la chance de tomber enceinte quand mon cheval a fêté son 21e anniversaire. Donc clairement, j'ai plus du tout les mêmes problématiques que quand il avait 10 ans. Il y a beaucoup moins d'énergie dans le cheval. À 10 ans, il fallait le sortir 3 fois par jour. À 21 ans, bon, tu le sors 3 fois par semaine. À 10 ans, on avait des objectifs de appuyer changement de pied autant. À 21 ans, on a des objectifs de ralentir l'arrivée de l'arthrose. À 10 ans, on sautait des grosses barres, on s'envoyait des parcours d'obstacles énormes. À 21 ans, on fait de la gymnastique. Bref, vous avez compris. J'arrive les jours où je suis plutôt de bonne humeur et les jours où je vois pas tout en noir. Donc les jours roses, j'arrive à me dire que le cheval a le mental de ouf. Mon cheval a gardé son gras de ouf.
Et c'est vraiment ça le plus important. À 21 ans, un grand cheval comme ça, qui a encore un mental super et qui soit pas maigre, quoi. C'est vraiment très très cool. Après, c'est vrai que le voir un peu moins musclé, voir les masses musculaires qui sont plus congestionnées, ça fait un petit coup quand même, je vous dis la vérité. Après, je suis consciente aussi que j'ai la chance d'être dans une grossesse facile, hein. Comme je vous le disais, les 4 premiers mois, j'avais de la nausée tous les jours, clairement, du matin au soir. Mais entre guillemets, c'est tout, j'avais que ça. Le premier trimestre, j'étais fatiguée, mais bon, après, en fait, j'avais juste besoin de faire une sieste par jour. Là où moi, qui ai l'habitude d'être à 2000 à l'heure toute la journée, je faisais une sieste, et c'est tout. Et puis, voilà, à part ça, ma grossesse, c'est l'autoroute du kiff, ça m'empêche de rien. Je marche, je cours, je vole, ça me change rien. Donc, tout ça aussi, je suis consciente que j'ai moins de points difficiles en ce qui concerne l'équitation que d'autres parce que je peux continuer à aller au cheval tous les jours. Déjà, rien que ça, c'est une chance de malade. Moi, j'avais peur d'être privée de ça. Et là, j'aurais potentiellement plus dépéri, la vérité. Si on m'avait dit, alors Mathilde, dès la fin de ton 5e mois, faut être alitée. J'ai eu des copines où c'était ça. Fin de 5e mois, alité, hop, on bouge plus, grossesse à risque. Mais mon Dieu, tout le chemin qui te reste à faire quand t'es au 5e mois, il te reste le 6, 7, 8 et 9, 4 mois. 4 mois sans aller voir mon cheval au quotidien. Waouh, ça aurait été vraiment chaud. Donc j'ai une vraie conscience de j'ai de la chance là-dessus, je prends tout ce que je peux prendre, je prends ce qu'il y a à prendre, j'en profite à fond. Si à un moment ça change, je m'adapterai. Mais tant que déjà je peux, ne serait-ce que, entre énormes guillemets, faire les soins et les massages, ma foi, je prends. Pour relativiser encore, je sais que ça me manque et que ça va me manquer et que là, je monte pas à cheval pendant encore un long moment, entre la fin de la grossesse et la rééducation dont je vous parlais. Mais après, je me dis, bon allez, go relativiser, quoi. Je suis pas une poule pondeuse, je vais pas tomber 40 fois enceinte dans ma vie et j'ai donc pas à vivre 40 grossesses. Donc ce moment de pause-là, je vais pas le vivre 40 fois, dans mon exemple. Si je le vis 2-3 fois, ça sera peut-être un maximum, ok ? Enfin, c'est sûr que ça sera un maximum, même, normalement. En plus, le bébé, il était tellement attendu et c'est tellement fou ce qui se passe en ce moment pour nous, pour moi, dans mon corps et pour notre avenir et tout ça, que je peux bien être pas trop égoïste et laisser ma selle dans mon casier pour quelques mois, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est tellement plus important, et là je vous parle pour moi en tout cas, que cette grossesse se passe bien et que ce bébé soit en bonne santé. Vraiment c'est beaucoup plus important ça que de sortir la meilleure épaule en dedans, piste à main droite de ma vie, ok ? En gros, en conclusion, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, chaque grossesse est différente, je pense qu'il faut qu'on arrive à s'écouter. C'est des grands conseils un peu bêtes entendus 200 fois par des coachs en séduction, mais en vrai c'est ça, il faut qu'on arrive à s'écouter, qu'on écoute nos médecins, évidemment, et qu'on se fasse notre propre avis. Franchement, moi c'est un truc qui me surprend et qui me fatigue et qui me m'agace. À quel point il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils ont été parents une fois, ou même quand ils l'ont pas été d'ailleurs, ont leur avis à donner sur tout en ce qui te concerne. Genre on dirait que ça y est, à partir du moment où t'as annoncé que t'avais une bonne nouvelle, la terre entière a des droits sur toi, sur ce que tu dois faire, manger, boire, dire, respirer, la paix. Bref, on se donne rendez-vous à la reprise quand je vais à nouveau me taper des courbatures de l'enfer pour mes premières séances de mise en selle, ça aussi improbable, j'ai hâte de voir dans quel état je vais finir mes premières séances de mise en selle, mes premières séances d'obstacles, je vais avoir des courbatures les gars, mais les courbatures de l'équitation ça m'était plus arrivé depuis mes 15 ans à vue d'œil, ok. Et puis je vais mettre la deuxième couche de courbatures avec la salle de sport et les nuits un petit peu courtes, mais la vérité, c'est exactement ce que je voulais. Il y a des moments difficiles, oui, mais j'ai l'immense chance d'être où je voulais, quand je voulais, comme je voulais, et mon Dieu, ça n'a pas de prix. J'espère que tout ça a pu vous donner un petit peu des réponses de pourquoi je tenais tant à cette grossesse et à la fois j'ai continué à faire ma forte tête à monter un petit peu à cheval plus longtemps que ce qu'on le dit dans les livres. Je sais pas si ça vous aura beaucoup servi, si c'est le cas, quoi qu'il arrive en fait, dites-moi en DM Insta si vous avez aimé ou pas cet épisode, si vous êtes vous-même maman ou future maman ou papa ou futur papa, et puis racontez-moi tout ça, j'ai hâte de vous lire, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.